Le syndrome de Prader-Willi, c'est donc une maladie génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est-à-dire il n'est pas transmissible, sauf dans un cas vraiment extrêmement particulier de mutation d'empreinte. Dans la majorité des cas, c'est une délétion, c'est-à-dire un petit fragment du chromosome 15 qui manque, c'est le chromosome 15 paternel, et dans 30% des cas, c'est une dysomie, c'est-à-dire 2 chromosomes 15 issus de la mère. Voilà. Maladie donc génétique, mais bon, c'est pas un déterminisme absolu. Il y a toute l'histoire de vie des patients, surtout leur vécu relationnel, l'histoire familiale, donc qui modifie considérablement ce déterminisme génétique de départ. Et donc, on observe aussi une grande hétérogénéité des patients parce que en fait, soit qu'ils aient une délétion, une dysomie, ça donne des tableaux cliniques quand même extrêmement différents. Et ensuite, bien, il y a des niveaux cognitifs qui sont vraiment très très différents. Certains ont un déficit léger. D'autres ont vraiment à peine accès au langage. On en a eu un qui avait presque une possibilité d'aller à l'université en licence d'histoire, et puis d'autres qui n'ont pas accès au langage. Donc, vous voyez, il y a une grande disparité. Et on essaie de dire qu'il n'y a pas non plus de prédictivité en fonction du mécanisme génétique, et puis pour donner donc toujours l'espoir de l'évolution, parce qu'il y a une évolution possible dans tous les âges de la vie. Et donc cette maladie, elle a de particulier qu'elle touche à la fois, puisque c'est l'hypothalamus qui est concerné et qui est une glande qui régule à la fois la satiété d'un côté et puis les émotions de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est organique et tout ce qui est plutôt psychologique et comportemental. Donc cette dualité d'appartenance à ces deux grands domaines, somatiques ou psychiques, se retrouve vraiment dans le comportement des patients, et on assiste à un tableau clinique assez complet avec des troubles somatiques, surtout de la série endocrinienne, métabolique, mais aussi cardio-respiratoires, dermatologiques ou orthopédiques. Puis des troubles cognitifs qui sont donc, comme je le disais, le retard mental qui peut être léger ou moyen, et enfin des troubles du comportement. Au premier plan, bien sûr, le comportement alimentaire, donc le comportement alimentaire qui, chez ces patients, est totalement perturbé et prend la forme d'une addiction à l'alimentation, les aliments étant quasiment une drogue entre guillemets, mais c'est beaucoup moins facile à prendre en charge à la limite qu'une toxicomanie, puisque l'alimentation, on peut pas s'en passer, contrairement à des drogues ou à de l'alcool. Et puis le comportement général, avec pour le comportement général une atteinte à la fois de tout ce qui est les impulsions, donc qui sont des personnes qui sont extrêmement soumises à des impulsions qui peuvent être violentes, et qui ont aussi des troubles de la série de la labilité émotionnelle, avec l'impossibilité, l'inconstance, vous voyez, des émotions qui ne sont pas du tout régulées, qui les envahissent, qui les submergent. Et donc ces comportements rendent l'adaptation sociale assez difficile, et sont des personnes qui du coup sont assez isolées parce que du fait de ces troubles comportementaux et de cette addiction à l'alimentation, leur vie sociale est compromise dans tous les domaines.